Corps à corps, corps à corps. Alors c'est vrai que quand on suit un peu, et on le fait beaucoup ici sur Toxin, les États-Unis par exemple, on se dit ah ça bouge, ça va déferler, ruisseler au moins en Europe et en France, mais c'est pas tout à fait le cas. Pour le moment, on est plus dans ce jour bloqué, ce jour sans fin, où l'acteur revit éternellement la même journée. Ben, nous vivons toujours les mêmes faits, les mêmes 49.3 et les mêmes motions de censure et repatatras le 3 février. C'est donc cette fois-ci François Bayrou qui s'y est collé en activant cet article 49.3. On écoute François Bayrou. Mesdames et messieurs les députés, j'ai l'honneur d'engager, en vertu de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, la responsabilité du gouvernement sur le texte de la commission mixte paritaire, complété d'amendements techniques et de coordination. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Notez la mention à l'honneur, donc une définition assez particulière de l'honneur pour notre ami François Bayrou. Alors naturellement, après cette annonce, le jeu des oppositions s'est mis en branle. Donc on a eu côté gauche évidemment LFI qui a déposé sa motion de censure, sauf que là, le PS a choisi de ne pas voter la déposition, à l'exception de 8 parlementaires, mais en faisant quand même cette jolie acrobatie politique de dire bon, on vote pas la motion de censure, mais on déposera une motion de censure après l'adoption du budget pour protester contre le terme de submersion migratoire utilisé par François Bayrou. Voilà. Ce serait drôle si c'était pas en pleurer. Voilà. En tout cas, ça a conduit lundi soir Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI, à menacer les députés du PS de fracturer le NFP s'ils ne votent pas la motion de mercredi. On écoute Mathilde Panot. Mais vous savez, lorsque nous avons déposé la motion de censure immédiatement après que le gouvernement Bayrou ait refusé de faire ce qui se passe dans toutes les démocraties parlementaires, c'est-à-dire de se soumettre au vote de confiance devant l'Assemblée nationale. Ce ne sont pas les insoumis qui ont été isolés. C'est bien les socialistes, ceux qui n'ont pas voté, puisque 8 députés socialistes ont tout de même voté cette censure, ce sont ces députés socialistes qui se sont retrouvés isolés et qui, s'ils recommençaient encore une fois mercredi à ne pas voter la censure, non seulement sur le gouvernement, mais aussi sur le budget le plus violent depuis 25 ans qui est proposé au pays, à ce moment-là, ils se retrouveraient isolés du reste du nouveau Front populaire. C'est une évidence, nous l'avons déjà démontré et nous allons le montrer une nouvelle fois, mais surtout en rupture avec ce qui a été promis et donné comme parole aux électeurs et aux électrices. Voilà, Mathilde Panot. Et puis de l'autre côté de l'hémicycle, un autre imbroglio. Cette fois-ci, c'est plus côté RN, en interne. On a vu d'abord Jean-Philippe Tanguy, assez proche de Marine Le Pen, assez virulent sur le budget. C'était lundi sur LCI. On écoute. On laisse M. Bayrou déjà présenter sa copie, parce que vous savez que jusqu'à présent, on ne sait toujours pas quelles sont les conséquences de l'évolution de la situation économique sur les finances. Ce qu'on a voté en commission mixte paritaire vendredi, donc c'est le Sénat, enfin les sénateurs et les députés qui se mettent d'accord. Nous n'avions pas les conséquences financières et économiques de la baisse de la croissance, de la baisse de l'inflation, de la hausse du chômage. Donc tout ça fait quand même beaucoup d'informations très vagues qui ont des incidences très nettes, c'est-à-dire où est vraiment le déficit de la France pour cette année, on n'en sait rien. Donc c'est quand même très difficile pour la Rassemblement nationale Ça de donne se quand prononcer même sur un budget où on ne connaît même pas l'ampleur du déficit. Voilà, et puis alors ça c'était Jean-Philippe Tanguy, mais sauf que de l'autre côté, le lendemain matin, Jordan Bardella sur CNews, CNews Europe 1, ne semble pas du tout sur la même position. On écoute Jordan Bardella. La question, Jordan Bardella, ce matin, vous la formulez ainsi, vous allez nous donner la réponse. Est-ce qu'il vaut mieux un mauvais budget que pas de budget du tout pour le pays ? C'est le dilemme devant lequel l'ensemble des partis politiques sont aujourd'hui confrontés. Est-ce qu'il vaut mieux un mauvais budget ou est-ce qu'il vaut mieux pas de budget du tout ? Et votre réponse ? Nous trancherons demain matin. Je crois, et c'est ma conviction, qu'il faut éviter l'incertitude, parce que je sais qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de nos compatriotes, nos agriculteurs, qui, alors que l'année 2025 est engagée, sont extrêmement inquiets d'une instabilité qui pourrait s'installer dans la durée. Voilà, éviter l'incertitude, ça veut dire ne pas voter la censure, vous l'aurez compris. Donc, voilà, on a fait un petit tour des intrigues, des petites intrigues de partis politiques. Et nous, on tente de prendre un peu de hauteur par rapport à tout ça et d'abord de savoir où en sont les Français, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'on va pouvoir continuer encore longtemps sans ce budget et surtout, est-ce que dans ce marasme politique, on va pouvoir sortir et voir la lumière. Voilà toutes mes questions pour Guilain Benessa et Frédéric Sinclair. Bonjour Guilain Benessa.
On va récupérer votre son. Vous êtes avocat, docteur en droit, enseignant à l'Université de Strasbourg, auteur de Le référendum impossible, comment faire taire le peuple, préfacé par Michel Onfray aux éditions L'Artilleur, ou encore On marche sur la tête, la France, l'Union européenne et les mensonges aux éditions L'Artilleur. Nous sommes également avec Frédéric Sinclair. Bonjour Frédéric Sinclair. Bonjour. Et merci d'être avec nous, écrivain, ancien conseiller du Premier ministre Dominique de Villepin, auteur dernièrement de L'extrême droite expliqué à Marie Chantal. Vous avez reçu pour ce livre et je suggère à ceux qui nous écoutent d'aller voir cette interview. C'était aux éditions de la Nouvelle, c'est toujours d'ailleurs, aux éditions de la Nouvelle Librairie. Pour commencer, peut-être Guylain Benessa, on a l'habitude de vous entendre et je sais ce que vous pensez sur cette histoire de on va éviter l'incertitude, on va éviter le chaos. D'ailleurs, c'est à peu près le même argument qui est sorti par le PS et le RN, c'est intéressant aussi. Alors, que pensez-vous aujourd'hui de ce qui se joue encore une fois? On a l'impression, comme je disais, d'une répétition générale, d'une mauvaise pièce de théâtre. Que pensez-vous de tout ça? Écoutez, c'est très simple. Clémence, vous venez de dire à juste titre que c'était le jour sans fin. Le problème, c'est que François Bayrou tente de jouer le rôle de Bill Murray. Donc, vous savez, dans le film, Oui. le jour sans fin, le jour de la marmotte, d'ailleurs, dans le titre originel, je crois. Et que François Bayrou est bien moins drôle et bien moins charismatique que Bill Murray. Bref, alors par-delà ce sentiment de répétition et d'interminable répétition auquel on assiste, quelques mots, je trouve, qui sont très édifiants sur les extraits que vous avez passés à l'instant. Très édifiants, en fait, tout se résume en peu de mots. Premièrement, Mathilde Panot nous dit « Il s'agit de censurer le budget le plus violent depuis une trentaine d'années, je crois. » Alors, une trentaine ou une quarantaine, ça ne change pas grand-chose à l'affaire. Évidemment, Mathilde Panot dit ça pour fédérer ses troupes, mais le problème, c'est que ce budget ne sert strictement à rien, comme d'habitude. Donc, de toute façon, le nouveau budget attendu comme le Messie, je veux dire la fumée blanche, on se dit que cette fois-ci, tout va changer, on a intérêt à le voter, n'offre aucun intérêt parce que rien ne va changer par rapport à ce qu'on faisait l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans. Donc, effectivement, le budget le plus violent passera. Deuxièmement, quand François Bayrou, et vous avez raison de le noter, dit « j'ai l'honneur d'utiliser le 49.3 ». Le terme est proprement invraisemblable dans la mesure où les gens ont une crispation depuis longtemps sur l'usage absolument abusif du 49.3 déjà sous Elisabeth Borne. Et désormais, on est rentré dans une logique presque d'usage normal, de considérer le 49.3 comme une façon de gouverner. Ce n'est plus un déblocage, mais un procédé normal de la fonction parlementaire. Il y a un vrai problème, je veux dire, non pas dans la technique, mais dans la façon de l'employer constamment. Ouais. Et troisième élément, et on a eu l'occasion d'en parler déjà ensemble, c'est le fond pour moi du problème, c'est que, vous savez, on a l'habitude de regarder le doigt lorsque le sage indique la lune. Ouais, En tout cas, les imbéciles ont l'habitude de le faire, et actuellement, je pense qu'il y a une tripotée d'imbéciles qui s'amusent à regarder le doigt. Le problème, il est simple, c'est que le seul responsable de tout ça s'appelle Emmanuel Macron, qu'il a mis en place des espèces de bricolages successifs, dont le dernier s'appelle le retour de François Bayrou, l'homme que personne ne voulait et qui se retrouve Premier ministre. Et ce bricolage, cet énième bricolage masque la vérité essentielle de cette impasse que le RN, que le LFI, que les socialistes ont du mal à désigner pour des questions à la fois politiques et stratégiques, qui est la démission d'Emmanuel Macron est la seule solution. Tant que cette question ne sera pas vraiment mise sous la table, et on va peut-être y revenir, je pense qu'il y avait un moment pour le faire et qu'actuellement plus personne n'ose vraiment le faire, on est dans une impasse parce qu'on ne veut rien clarifier, on veut simplement laisser le chaos advenir, peut-être jusqu'à l'explosion à la fois d'Emmanuel Macron et du régime de la Ve République tout entier. Ouais. Et cette impasse, peut-être s'appelle-t-elle aussi l'impasse des tièdes. Et Frédéric Sinclair, je sais que c'est un sujet qui vous est cher, justement, on va dire, cette tiédeur, cette volonté de ne rien faire et de ne pas assumer des idées et un cap politique. Vous en parliez dans votre livre, et là finalement on est vraiment face aujourd'hui à ce circuit qui tourne en rond et qui n'arrive pas à en sortir parce que justement personne n'est capable d'avoir un cap politique. Je pense qu'ils ont un cap en réalité, donc c'est-à-dire que je pense que c'est plus grave que ce que vous dites, c'est-à-dire que je pense qu'ils sont incapables intellectuellement et idéologiquement de sortir du cadre qu'ils ont construit. Si jamais c'était des gens qui étaient uniquement cyniques, et si jamais il y a une part de cynisme dans l'action politique, mais je dis si ça se résumait à une question de cynisme, de manque de courage, bizarrement, ça m'inquiéterait moins parce que je me dirais
finalement, changeons les personnes et ça va régler la question. Par exemple, le passage de Barnier à Bayrou, pourquoi pas? Barnier était un peu raide, il manquait de sens politique. En passant à Bayrou, qui est quelqu'un de beaucoup plus fin, qui a une pratique de la vie politique beaucoup plus longue, et peut-être qu'on va arriver à sortir du problème et on se rend bien compte que non, en réalité, on n'arrive pas à en sortir. Et c'est parce que ce cadre, en fait, qui est le cadre social-libéral, il est devenu une prison. Je sais que vos auditeurs sont assez remontés contre l'Union européenne et d'ailleurs Didier Maistre dans sa chronique n'a pas manqué de la citer comme étant une part importante des maux dont nous souffrons. En réalité, nous partageons la même idéologie. C'est cette classe politique qui est au gouvernement et on va dire la Commission européenne, parce que c'est quand même elle qui est la plus représentative de cette idéologie sociale libérale qu'on appelle souvent néolibérale, mais c'est à peu près la même chose. En réalité, ce cadre-là n'est plus à même de répondre à nos problèmes. Alors, il est plus à même de répondre à nos problèmes internes, franco-français, mais il n'est plus non plus à même de répondre aux problèmes du monde. C'est-à-dire qu'il y a des mutations qui sont arrivées dans les 20 dernières années et qui empêchent la France de retrouver son rang parce qu'elle refuse de sortir de ce cadre social-libéral très bourgeois, ce qu'on appelle la bourgeoisie anywhere, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de codes qui sont des codes de la bien-pensance et qui font que chaque fois qu'on va voter un budget, chaque fois qu'on va prendre des mesures, elles vont être retoquées. Par exemple, Jean-Philippe Tanguy, puisque vous le citiez tout à l'heure, quand il a son rendez-vous avec le ministre de l'économie, Lombard, il mentionne la nécessaire réforme du droit d'asile et donc des fonds qui sont alloués aux migrants qui arrivent en France, et on ne peut plus se permettre, sachant que les Français n'ont pas de quoi se nourrir, n'ont pas de quoi se loger, on ne peut pas se permettre de donner autant. Et le ministre l'arrête net et lui dit non, fin de non-recevoir, ça ne se passera pas comme ça. Idéologiquement, on n'est pas positionné pareil, donc on ne touche pas à ça. Donc vous voyez qu'en fait, leur idéologie cadenasse la capacité à fabriquer autre chose. Donc c'est vrai pour le budget, mais ça va être vrai pour les textes de loi qui vont suivre. Ils ne pourront pas réformer véritablement le pays. Et donc, effectivement, la seule solution qui s'impose, c'est un changement de cadre. Et le changement de cadre, il passe soit par de nouvelles élections à condition qu'on ne vive pas le remake de 2024, c'est-à-dire une espèce de propagande qui tente à dire aux gens attention, attention, on peut mal voter et donc il faut absolument... non, mais c'est bien sûr qu'on va l'avoir cette propagande. Et dans ce cas-là, ça veut dire que si demain on demandait la démission d'Emmanuel Macron, on serait, et qu'elle était finalement validée, je ne sais pas comment il pourrait valider un tel principe, mais si jamais elle était validée, ça veut dire qu'on entrerait probablement dans le même type de propagande et qui reconduirait un Édouard Philippe à la tête de l'État, un François Bayrou, un Gabriel Attal, et puis ensuite on aurait encore une majorité. Mais donc on est dans le jour sans fin pour encore des années là. C'est un peu ça, sauf si Maistre l'a précisé, la rue finalement faisait basculer les choses, ou si, et je l'explique dans l'extrême droite expliqué à Marie Chantal, le coup d'État venait prendre le relais de la démocratie défaillante. Je ne souhaite ni l'un ni l'autre. Ça veut dire qu'il faut que les élites médiatiques, je parle du média mainstream, il faut que les élites médiatiques comprennent qu'il faut sortir de cette obsession du tout sauf tout sauf le RN, tout sauf LFI, il n'y a que des méchants partout si on ne vote pas au centre. Il faut absolument sortir de cette obsession intellectuelle. Et juste pour éclaircir un point, Frédéric Sinclair, avant de donner la parole à Guilain Benessa, quand vous dites qu'on est bloqué dans ce cadre et donc impossible de faire évoluer les choses, vous parlez du gouvernement ou aussi des partis de l'opposition? Est-ce que LFI et RN sont dans ce cadre, selon vous? LFI et RN, en fait, alors LFI c'est un tout petit peu particulier parce que aujourd'hui, et je peux même dire LFI et puis ces deux alliés écolos et communistes, ce sont les seuls qui ont déposé une motion de censure, c'est-à-dire ceux qui ont fait preuve de cohérence par rapport à leur ligne. Je ne dis pas qu'en étant au gouvernement, ils résoudraient nos problèmes, je dis simplement qu'ils font preuve de cohérence idéologique. Une cohérence politique. Ensuite, on a le PS et le RN qui, eux,
manifestement, ont commis une faute. Sauf que leur électorat ne verra pas la faute. Il y a une faute politique majeure. Ils ont validé quelque chose qui ne devait pas être validé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça grince autant à l'intérieur des partis, parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui disent « il est de notre responsabilité de dénoncer Bayrou, qui finalement est la copie conforme de Barnier ». Mais ils ne le voient pas parce qu'aujourd'hui, les électeurs ont besoin de passer une autre séquence. Ils en ont marre d'être bloqués sur la séquence du budget, pour le coup, ils en ont marre du jour de la marmotte. Donc, surtout quand la marmotte, elle a la tête d'un budget dont finalement, on se fout un peu, parce qu'avec 3 000 milliards de dettes, ils se disent de toute façon, c'est pas quelques millions de plus ou quelques millions de moins qui vont changer les choses. Il faut que les crédits soient votés. On a besoin. Il y a une addiction populaire, il faut quand même le rappeler, hein, il y a une addiction populaire générale à la consommation. On a fabriqué un pays d'assistés. Et la proportion de gens qui veulent casser ça n'est pas majoritaire, contrairement à ce qu'on croit. Il y a des gens qui sont réveillés, mais ils ne sont pas majoritaires. Et donc, il y a besoin aujourd'hui, à mon avis, de faire bouger les lignes. Et le RN et le PS sont plutôt pour le PS, comment je vais faire pour retrouver la première place que j'avais naguère, et donc river son clou à LFI. Et puis pour le RN, comment je vais faire pour acquérir le pouvoir. Donc ils ne sont pas dans une logique réellement d'éducation de la population, mais plutôt sucer la roue du gouvernement le plus longtemps possible pour le faire basculer au meilleur moment, pour que ça nous profite, pour qu'on puisse prendre, si jamais élection anticipée il y avait, on puisse prendre le pouvoir. Mais cette logique électoraliste que vous êtes en train de décrire, qui est celle donc du Rassemblement national actuellement, est-ce que ce n'est pas la logique gagnante? On voit bien qu'à chaque fois, malgré tout, il gagne des députés. Est-ce qu'il faut passer par la voie lente mais sûre, finalement, qui est celle du RN, mais bon, encore combien de jours sans fin, et puis pour quel résultat? Au final, quand ils seront au pouvoir, seront-ils encore ce qu'on pense qu'ils sont, ou seront-ils ce qu'ils sont en ce moment, c'est-à-dire ce qu'ils votent, etc. Donc, bon, toutes ces questions-là, et je me tourne vers Guillaume Benessa, et Guillaume Benessa, vous avez du travail, parce qu'il y a aussi tout ce qu'a dit Frédéric Sinclair avant. Vous savez, en fait, le problème est... C'est facile de le dire assis sur sa chaise d'ici ou dans son fauteuil, mais tout de même, il y a 3 mois, une ouverture était possible. C'est-à-dire que lorsque Michel Barnier a sauté, il y a eu une sorte de moment d'état de grâce, ça n'a pas duré longtemps, mais une sorte de moment de flottement, ou même dans des médias mainstream, comme vous dites, et comme on le dit depuis tout à l'heure, et comme Didier Maisto en parlait avant, il y a eu un moment où la démission d'Emmanuel Macron a fait l'objet d'une discussion. Je ne dis pas que la discussion était profonde, je ne dis pas qu'elle était lourde, je ne dis pas qu'effectivement tout le monde rêvait de modifier ou de faire basculer le logiciel dans un autre temps, mais on en a vaguement parlé. Aujourd'hui, si on situe, si notre séquence, je déteste ce terme, mais admettons, si notre séquence voit le PS quitter le navire et le navire du Front Populaire, enfin du nouveau Front Populaire, et lâcher LFI, en tout cas partiellement, pour des raisons stratégiques, pas du tout idéologique, hein, parce que je pense que c'est juste de l'écume. Mais si le PS se scinde de LFI, ça veut dire qu'il n'y a pas de perspective à courte date qu'une motion de censure l'emporte. Ce qui veut dire que le RN sortirait le pistolet pour tirer à blanc. Donc, le problème, c'est que le coup stratégique, le coup politique que doit assumer le RN, et Jordan Bardella met le pied sur le frein, c'est qu'il se dit de toute façon une censure qui ne passe pas n'a aucun intérêt, donc gardons nos cartouches, laissons le budget passer et on verra pour plus tard. Alors, est-ce que vous comprenez ça? Alors, vous savez, le problème, je vais passer pour un maniaque chez vous, ou pour un obsessionnel petit à petit, mais et pourtant, c'est juste que j'essaie de bosser un peu. Je vais vous raconter une petite anecdote. Et pour moi, ce n'est pas une anecdote, c'est le fond du débat. Nous sommes en novembre 1961. Vous revoyez mes obsessions venir, Clémence, je pense. Parce que je finis par vous connaître, oui. Nous sommes en novembre 61. La question se pose de savoir si, au sortir de la guerre d'Algérie, oui ou non, faut-il lancer la grande réforme par référendum de l'élection du président au suffrage universel direct. Le général de Gaulle lance la question au Conseil des ministres. Les ministres prennent position. Qu'est-ce que disent les ministres? Il est totalement inadéquat et non stratégique de lancer cette réforme. En gros, mon général, vous êtes complètement cinglé, dirait-on aujourd'hui. Le général de Gaulle insiste, fait un tour de table auprès de Jean Foyer, Michel Debré, les autres, etc. Et de Gaulle a cette phrase terrible, il dit « Si on ne le fait pas tout de suite et le plus vite possible, les partis auront la peau de la Ve République. » Ça veut dire que la souveraineté populaire doit s'incarner et il faut aller le plus vite possible et tout renverser, parce que sinon, c'est le retour à la 4e République. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, je suis d'accord avec Frédéric Sinclair,
c'est une question de logiciel social-démocrate. Je suis d'accord avec lui encore sur le fait qu'on est bloqué sur un axe depuis trop longtemps, qui s'appelle l'Union européenne, qui s'appelle, on va dire, l'idéologie social-démocrate, c'est une manière de penser. Mais en fait, il faut bien comprendre que toutes les planètes sont en train de s'aligner dans le mauvais camp ou dans le camp d'en face, on va dire, contre ceux qui veulent le retour de la démocratie. Je m'explique. Les Français épuisés souhaitent, paraît-il, à 70%, une 6e République. De deux, à quoi ressemblerait cette 6e République ? Elle ressemblerait à la 4e République, puisqu'elle sera rédigée, pensée et conceptualisée par les émissaires des partis en place aujourd'hui qui ont toujours détesté le cadre, on va dire, autoritaire, présidentialiste de la 5e, donc qui rêvent d'un retour au régime des partis. Ça fait 70 ans qu'ils le demandent, ils n'ont jamais aimé la 5e, et ils pourront enfin mettre leur projet en action. Troisième élément, en fait, Frédéric Sinclair a raison. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les partis se filment très bien dans la situation ? Ils y sont très bien. Parce que la confusion façon François Bayrou s'appelle déjà la 4e République. Ils adorent cela puisqu'ils ont un pouvoir qu'ils détiennent à l'Assemblée, ils font leurs petites affaires dans leur petit coin, comme disait Philippe Séguin, et finalement ils ont fait basculer le régime actuel dans un régime officiellement quasi, on pourrait le dire, dans un régime officiellement non démocratique, à mon sens. En tout cas, du côté purement de la démocratie représentative, mais absolument plus du côté de la démocratie populaire. Ça fait longtemps qu'on l'a constaté, mais maintenant c'est quasiment officiel. Ce qui veut dire que ce que fait le bloc central, avec désormais le PS qui les a tranquillement rejoints, avec cette stratégie de cordon sanitaire à l'égard du RN comme des LFistes. Oui. Il prépare le terrain et avec l'Union européenne derrière. Et le RN qui joue quand même docilement la partie de ce bloc centriste. Ah mais je suis tout à fait d'accord. Tout le monde joue le jeu. Pourquoi ? Parce que la seule façon de sortir de la nasse est d'assumer une position de rupture à l'égard de tous et tout le monde. Je m'explique et après je laisse la parole, Clémence. Je donne un exemple. Vas-y. Admettons que demain, LFI, le RN, le PS et les autres réclament la démission d'Emmanuel Macron. Admettons. Rêvons 2 minutes ensemble. Emmanuel Macron, face à cela, à mon avis, serait obligé de démissionner à terme. Il ne pourrait pas durer si officiellement les partis à l'Assemblée demandaient tous, ou presque tous, la démission d'Emmanuel Macron. Dans un deuxième temps, le nouveau président élu choisirait de dissoudre l'Assemblée contre l'avis du Conseil constitutionnel. Enfin, ça veut dire que le bras de fer serait déjà engagé contre les juges. Si vous détruisez les juges à cette occasion-là, si vous imposez une dissolution dont tout le monde nous dit qu'elle est illégale, et je vous ai déjà expliqué à cette antenne que c'est faux, ça veut dire que vous metteriez le Conseil constitutionnel à la niche immédiatement. Ce qui permettait dans un troisième temps de faire des référendums à foison. Par exemple, un référendum sur l'immigration ou tout un tas d'autres référendums. Voilà un mode d'emploi possible, qui serait praticable. Le problème, il est simple. Il faut redevenir, et là c'est un appel à toute la classe politique, y compris et surtout au RN, il faudrait redevenir un obscur populiste de fin soirée, c'est-à-dire un gaulard ou un gaulliste. Un gaulliste s'appelait un populiste, c'était la même chose. Ce qui veut dire que tant que ce populisme, on va dire de l'efficacité, n'assume pas à la fois la rupture et la volonté de faire, on jouera à un jeu de dupe et au jeu de la marmotte pendant encore plus longtemps. Donc, à voir si quelqu'un va surgir ou quelque chose va sortir du bois. Oui, sauf que ce n'est pas un film. En attendant, les Français souffrent, les entreprises font faillite comme ça n'a jamais été le cas. Il y a des coups de couteau faits pas des coups de couteau seulement par des couteaux, mais par des migrants illégaux qui sont sortis de prison. Voilà, donc on est quand même dans un état assez catastrophique et ça ne bouge pas. Donc c'est vrai qu'on peut se poser la question de l'urgence et de qui réagira dans cette urgence. Je voulais juste relever quelque chose avant de vous donner la parole, Frédéric Sinclair, puisque vous parliez du Conseil constitutionnel, et je vais rendre à César ce qui appartient à César, parce que c'est vous-même qui l'avez relevé, Guilain Benessa, le fait que Emmanuel Macron a proposé quand même comme nom pour être à la tête du Conseil constitutionnel un certain Richard Ferrand. Il se trouve que justement Richard Ferrand, ce même Richard Ferrand, a appelé publiquement à modifier la Constitution pour permettre un troisième mandat à Emmanuel Macron. La boucle est bouclée, c'est bien pratique. Donc, je vais donner la parole à Frédéric Sinclair sur ce sujet et sur ce jour sans fin qui a l'air, en plus, avec cette annonce, pouvoir durer encore très longtemps. Alors, il y a dans la nomination de Richard, enfin la proposition de nomination de Richard Ferrand, il y a évidemment quelque chose de pathétique, d'une espèce de Macronie qui cherche envers et contre tout à se maintenir au pouvoir. Donc, il y a bien évidemment
de ce point de vue-là, je pense, un rejet massif des Français. Ouais. Je n'ai pas vu de sondage encore, mais je doute que les Français massivement valident ce genre d'hypothèse. Ensuite, il y a le personnage Ferrand, dont on n'a pas forcément un souvenir exceptionnel de l'époque où il était aux manettes. Mais après, il y a l'autre sujet qui est celui que vous avez mentionné, qui est un sujet extrêmement intéressant, de permettre à Emmanuel Macron d'effectuer un troisième mandat. Mmh. Vous avez vu que Donald Trump n'était pas encore élu, qu'il laissait fuiter par ses proches cette hypothèse Oui. d'un troisième mandat. Et à peine élu, il l'a rementionné. Comment faire pour que je puisse être réélu? En réalité, c'est un sujet extrêmement intéressant parce qu'on est en train de vivre quelque chose qu'on a vécu à certaines périodes de l'histoire, notamment dans l'Antiquité. Une époque où la petite Grèce démocratique avait besoin de lutter contre des géants comme la Perse. Oui. Aujourd'hui, on est revenu un peu à l'ère des géants. Et l'époque où on pensait, c'est-à-dire le sortir de la Deuxième Guerre mondiale, l'entrée dans la guerre froide, où on était en pleine, finalement, guerre des blocs, mais où il y avait presque un affrontement de modèles politiques. D'un côté, un totalitarisme soviétique et de l'autre côté, une démocratie ouverte à l'européenne ou à l'occidentale, et où il fallait faire valoir les mérites de la démocratie et où l'économique était en train de prendre le pas sur le politique parce que le but du jeu, c'était d'arriver finalement à construire un monde démocratique, libéral, apaisé, mondialisé, et qui a permis, parce que c'est par des raisons économiques essentiellement que l'URSS s'est effondrée, qui a permis de mettre un terme à cette guerre des blocs, eh bien, ce double équilibre, aujourd'hui, n'existe plus. On est revenu en arrière. Il y a une résurgence des empires, l'empire chinois, tout d'abord, qui n'existait pas à cette époque-là, ou en tout cas mal. Mao n'était pas un acteur fondamental internationalisé parce que son économie ne lui permettait pas. Aujourd'hui, l'économie chinoise reste, malgré ses difficultés, reste le principal acteur de la production industrielle internationale. Il est extrêmement agressif. On l'a vu au canal de Panama, les tensions que ça a générées avec l'administration Trump. Et Trump est en train de chercher à reconstituer un bloc américain, un empire, face aux empires russes et chinois, et peut-être même à l'empire islamique. Et dans ce cadre-là, il faut absolument durer. Poutine est là depuis l'année 2000. Xi Jinping a validé le principe d'une position indéboulonnable au sein du Parti communiste chinois. C'est-à-dire qu'il ne restera pas président de la Chine à vie, mais par contre, il restera à vie président du Parti communiste. Oui. Et de ce fait, il est assuré de garder la mainmise sur la Chine. Et donc, fondamentalement, on a une situation où les démocraties qui ont une durée assez limitée ne peuvent pas rivaliser. Et donc, que ce soit Donald Trump, que ce soit Emmanuel Macron ou que ce soit n'importe quel dirigeant, il faut trouver le moyen de durer. Donc, même si on ne valide pas le principe d'un Emmanuel Macron qui briguerait un troisième mandat parce que ça agace un petit peu tout le monde, il faut quand même qu'on réfléchisse à cette limite temporelle qu'on a fixée. Parce que si demain, vous aviez un dirigeant qui aurait vos faveurs, oui, et dont vous penseriez certes, qui, comme Donald Trump, en quelques jours, arrive à régler un certain nombre de problèmes, vous vous diriez, mais pourquoi on va le limiter simplement à 2 mandats? Vous voyez, parce qu'il va falloir lutter contre ces empires. Donc, le Conseil constitutionnel déborde un tout petit peu de son cadre, mais il pose des questions qu'on ne doit pas complètement évacuer, de mon point de vue. Je comprends ce que vous dites, mais c'est très douloureux d'avoir à imaginer un troisième mandat d'Emmanuel Macron. Il faut faire la pirouette de réfléchir après. Alors, évidemment, là-dessus, même question Guillaume Benessa. Oui, alors déjà quand même, ce n'est pas le Conseil qui propose ça, c'est Richard Ferrand, c'est-à-dire un homme qui n'a rien à faire au Conseil et qui risque d'y finir. Faut quand même le préciser, parce que l'idée d'un troisième mandat d'Emmanuel Macron a été soumise par Richard Ferrand. Et alors là, je pèse mes mots, Clémence. Je pense que je n'ai pas vraiment l'habitude de m'insurger gratuitement sur tous les sujets. Je ne crois pas qu'il y a des complots ou des horreurs qui se déchaînent contre nous à chaque instant dans tous les domaines. Mais là, pour le coup, la proposition de Richard Ferrand au Conseil constitutionnel est tellement ubuesque,
scandaleuse, absurde, criminelle, illégitime, que je n'ai même plus de mots pour voir la France autrement que comme une république bananière. Je m'explique. Formellement, Emmanuel Macron, qu'on le veuille ou non, est au sens gaullien du terme le gardien de la Constitution. Alors, je n'aime pas dire ça parce que c'est Emmanuel Macron. Il n'empêche, article 5 de la Constitution, c'est lui qui est le gardien, le garant du bon fonctionnement des institutions. Par le fait d'une évolution des choses, petit à petit, on a transmis implicitement cette fonction au Conseil constitutionnel qui se veut aujourd'hui le rempart de l'état de droit et des assauts contre, on va dire, le droit français ou le bon droit ou le juridiquement correct. Je reste là, on en parlera peut-être une autre fois, mais je dis ça pour une raison simple. C'est qu'aujourd'hui, le Conseil constitutionnel se croit être le gardien de la Constitution, le nouveau gardien ou le gardien parallèle au président de la République. Et donc, il aurait, lui, le droit d'orienter, d'interpréter, de dire ce qu'est la Constitution, qui est la propriété d'une seule personne morale qui s'appelle le peuple. Et vous mettez à la tête de cette institution Richard Ferrand, qui a des casseroles aux fesses, ça, peut-être qu'à mon avis, on en reparlera aussi, qui n'a même pas fait une once de droit dans sa vie, et pas une once de droit, il a vaguement été étudiant à une période, il a fait de l'allemand et du droit, semble-t-il. Donc en gros, le droit constitutionnel, ça ne lui parle pas, il n'en a pas fait, il est incompétent. Troisièmement, il est l'homme de paille d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire globalement un ancien socialiste qui a tourné kazakh pour rejoindre Emmanuel Macron, qui est l'homme de paille du président de la République, dont tout le monde s'est toujours foutu éperdument, et qui a fini, comme par miracle, président de l'Assemblée. Et maintenant, il se retrouverait président du Conseil constitutionnel. Quatrièmement, je suis désolé, je suis un peu long, quand Alain Juppé a été auditionné pour devenir membre du Conseil constitutionnel, il a été auditionné par l'Assemblée nationale. C'est une obligation, l'audition. Et durant cette audition, vous savez ce qu'il a réussi à dire, ce bon vieux Alain Juppé ? Oh, vous savez, j'ai pas fait de droit depuis très longtemps, mais c'est pas grave, ça reviendra. C'est comme le vélo. Lui-même. Pardon ? C'est comme le vélo. Ça revient. Exactement, c'est comme le vélo. Oui. Alors, moi, je n'ai pas la prétention de croire, ou la faiblesse plutôt de croire, qu'il faille forcément le plus fin des juristes à la tête du Conseil constitutionnel. Mais de là à avoir des incompétents notoires, qui n'ont aucune compétence pour s'asseoir sur le fauteuil de prétendus vigies de la Constitution, de gardiens des institutions, je veux dire, là, les bras m'en tombent. Au moment même où, paraît-il, qu'on n'aura plus le droit de faire de référendum, on n'en a plus vraiment le droit déjà parce que tout est inconstitutionnel. En gros, la parole du peuple vaut moins que celle des juges. On n'a pas le droit de faire de référendum puisque poser une question sur l'immigration est contraire au droit de l'Union européenne. On n'a pas le droit de faire valoir la souveraineté populaire puisqu'elle est contre la technocratie européenne, la Commission européenne et la Cour de justice de l'Union européenne. Alors vous mettez en plus l'homme lige d'Emmanuel Macron, qui n'a jamais pensé tout seul, sans passer de coup de fil à son maître, qui n'est rien d'autre que le caniche de l'Élysée. Je me demande comment, dans ces conditions, on peut voir la France autrement que comme une république bananière. Nous n'aurons ni des vrais juges, on va dire, comme on en a ailleurs, à la limite, et au moins des vrais juges, vous voyez, des professionnels qui nous disent qu'on pense mal, mais qui, quelque part, ont au moins la légitimité professionnelle pour le faire. On ressemblera à une espèce d'état déplorable, je veux dire, au moment même où il nous faudrait exactement l'inverse dans le cadre de réflexion générale sur la démocratie, les mesures pour faire. Je vous assure, Clément, je pèse mes mots, cette nomination-là mériterait un jour de deuil national si elle se fait. Je ne déconne pas, c'est gravissime dans la façon dont le pouvoir réfléchit son rapport au droit, aux institutions et à la souveraineté du peuple. C'est complètement délirant. Eh bien, c'est bien compris, Guilain Bédessa. Et je voulais poser une dernière question en disant une précision à Frédéric Sinclair, puisque en fait, ça me fait un peu peur après la description de la République bananière dans laquelle nous vivons par Guilain Bédessa. Frédéric Sinclair, tout à l'heure, vous avez dit que finalement, beaucoup de Français se sont habitués à l'assistanat et peu veulent aujourd'hui renverser la table. Mais donc, tant qu'on reste en démocratie, la table ne risque pas d'être renversée et on est parti pour très longtemps dans ce jour sans fin dont on parle depuis tout à l'heure. C'est pas si sûr. Très honnêtement, quand je regarde l'état du monde, je me dis qu'il n'y a pas de coin qui soit véritablement enviable aujourd'hui. Et donc, globalement, quand on prend un peu de recul et qu'on se dit qu'est-ce qui bloque, ce qui bloque, c'est que la modernité donc, qui arrive au XVIe siècle et qui pose le contrat politique sur des bases nouvelles, et puis ensuite la révolution industrielle qui, à la
fin du XVIIIe siècle, rebat à nouveau les cartes et permet de fabriquer globalement le type de société dans lequel on vit aujourd'hui, ces modèles-là sont aujourd'hui à bout de souffle. C'est des modèles principalement occidentaux, qui ont été en partie récupérés par le bloc civilisationnel chinois, par le bloc islamique, et qui ont été transformés pour être adaptés à leur mœurs, à leur façon de vivre, etc. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a une crise réellement de la pensée, c'est-à-dire qu'on n'a pas de solution. Ouais. On a cru, avec Fukuyama, que le libéralisme et la démocratie allaient se répandre sur toute la planète et que ça allait marcher. En fait, ça ne marche pas. Et donc, dans ces conditions-là, je me méfie des révolutions. Vous savez, il se passe deux choses en 17, quand ils prennent le pouvoir, qui doivent être notées. Les communistes, quand ils prennent le pouvoir, ils essayent une première fois en février, ils échouent, c'est la rue qui échoue en fait. C'est pour ça qu'en octobre, il y a un coup d'État. En février, il y a des morts. En octobre, il n'y en a pas. Il y a des gens qui perdent la vie. La Révolution française, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que les mouvements violents se font toujours dans le sang au détriment de ceux qui sont pauvres et de ceux qui sont démunis. Donc, j'ai tendance à dire, effectivement, on vit une période assez médiocre politiquement, mais essayons de maintenir les choses et de les pousser. La Ve République, par exemple, en ce moment, je trouve qu'elle profite plutôt de la période que nous vivons. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le fait qu'Emmanuel Macron ne démissionne pas, qu'on ait une espèce de cacophonie parlementaire façon 4e République, eh ben ça montre que notre 5e République qu'on croyait obsolète, finalement, elle a des ressources. Finalement, elle a une plasticité suffisante pour nous permettre de dépasser ça. Et donc, il faut espérer que le peuple français arrive à se mobiliser pour faire surgir ce que Nietzsche appelait un surhomme. C'est-à-dire, est-ce qu'on est encore capable, en tant que peuple, de faire émerger une figure politique qui va être capable, à un moment, de prendre le pouvoir. Ça a été le cas de De Gaulle, ça a été le cas de Napoléon. Oui. Il y en a eu d'autres dans l'histoire de la Ve République, même qui avaient une espèce de grandeur d'âme. Et on se disait, mais peut-être que ceux-là, ils auraient pu nous amener. Puis finalement, les systèmes politiques partisans les ont bloqués. Est-ce qu'aujourd'hui, on va être capable collectivement de faire émerger comme ça des personnes? Il ne faut pas grand-chose. Regardez en Argentine, regardez aux États-Unis. Je ne dis pas que c'est des génies politiques, je ne dis pas qu'ils vont tout régler. Je dis que le peuple a l'impression que ça change. Oui. Et donc, on peut espérer qu'un pays comme la France arrive dans un cadre démocratique à faire quelque chose comme ça. Quand on est encore dans la nasse, je vous l'accorde aisément, Clémence, on a tendance à désespérer un peu, à se dire mais c'est pas vrai, on n'en sortira jamais. Oui. Je pense que si c'est possible, ça progresse quand même. On va écouter l'écrivain qui a un peu de hauteur de vue. Merci Frédéric Sinclair. Oui, Guillaume Bédessin, je vous ai senti, songeur. Oui. Vous savez, dans juste une phrase, dans un film de Claude Lelouch, Bernard Tapie a cette phrase, il dit, c'est dans Homme-Femme Mode d'Emploi, Lelouch dit, Tapie qui joue dedans dit, le pire n'est jamais décevant. Et le problème, alors j'ai envie de rejoindre Frédéric Sinclair, mais dans la situation française, le pire n'est peut-être pas décevant, mais pour l'instant, il est franchement, le problème c'est que le pire succède au pire. Oui, donc ça. je me méfie, moi, de la suite des événements, parce que nous sommes un îlot européen, la France, dans lequel depuis quelques mois, alors que tout change partout, c'est nous de pire en pire. Oui. Alors j'espère simplement que ce pire ne finira pas par être toujours aussi décevant. Mais bon, on en reparlera à mon avis. On continuera cette discussion. C'était passionnant. En tout cas, tous les deux réunis. Guilain Bénessa, je rappelle votre livre « On marche sur la tête, la France, l'Union européenne et les mensonges » aux éditions L'Artilleur. Frédéric Sinclair, votre livre « L'extrême droite expliqué à Marie Chantal » aux éditions La Nouvelle Librairie. Merci beaucoup, en tout cas à tous les deux, pour vos analyses et votre hauteur de vue.